Docteur Simoneau, bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir pour vous poser quelques questions sur les dernières recommandations en matière d'hypertension artérielle pulmonaire qui viennent d'être publiées lors de ce congrès. Est-ce que je peux d'abord vous demander de vous présenter avec vos centres d'intérêt particuliers qu'on connaît quand même? D'accord, je vous remercie donc de cette invitation. Donc, je suis professeur de pneumologie, chef du service de Kremlin-Bicêtre dans le CHU de Paris Sud. Et nous sommes centre de référence pour l'hypertension artérielle pulmonaire et nous avons autour de nous d'ailleurs un réseau français avec 25 centres ailleurs en France avec une belle répartition sur tout le territoire. Ces recommandations ne sont pas très fréquentes, ces mises à jour dans ce domaine-là. Est-ce qu'elles ont fait preuve, est-ce qu'elles correspondent à une collaboration entre toutes les disciplines concernées par cette pathologie? Oui, cette pathologie, donc l'hypertension pulmonaire est à la frontière de la cardiologie, de la pneumologie, mais aussi même de la médecine interne. Donc ces recommandations sont des recommandations communes de la Société européenne de pneumologie et de cardiologie. Donc ça, c'est la première chose importante. Deuxièmement, le dernier congrès mondial a eu lieu à Nice en 2013. Donc déjà les choses ont un petit peu bougé depuis cette époque et depuis le congrès de 2013, il y a eu donc des nouveautés. Donc, nouveautés, on va peut-être prendre les domaines les uns après les autres. Simplement, déjà, on commence par le plus classique, le diagnostic. Est-ce que l'imagerie qui bouge beaucoup dans beaucoup de domaines de pathologie cardio-respiratoire apporte quelque chose de nouveau aujourd'hui? Alors l'imagerie, c'est essentiellement dans ce domaine, c'est l'imagerie avec les scanners haute résolution qui donnent des informations importantes, en particulier pour diagnostiquer une forme particulière d'hypertension pulmonaire qui est l'hypertension pulmonaire post-embolique. Et avec la qualité des scanners actuels, dans beaucoup de cas, on peut se dispenser d'angiographie pour juger de l'opérabilité des patients. Donc ça, c'est un point très important. Mais là aussi, il faut insister, il faut des pneumologues et des radiologues qui soient absolument spécialisés dans le domaine, parce que lorsque ces examens sont de mauvaise qualité, ça peut donner des résultats catastrophiques en termes de dysfonctionnement et de mauvaises indications. Un autre domaine qui bouge beaucoup dans toutes les disciplines ces dernières années, c'est la génétique. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles choses qui intéresseraient les praticiens? Alors la génétique, déjà dans l'hypertension artérielle pulmonaire, on a découvert un gène qui est retrouvé dans les formes familiales dans 80% des cas, qui est une anomalie du BMPR2. Maintenant, on sait quand même beaucoup plus de choses sur les patients porteurs de cette mutation. D'une part, on sait que les patients développent la maladie que dans 20% des cas, donc la pénétrance quand même est relativement faible. Mais la deuxième chose que l'on connaît actuellement également, c'est que cette population a un pronostic quand même beaucoup plus sévère que les formes idiopathiques. Et puis récemment, on a mis en évidence dans notre centre une nouvelle mutation pour une forme particulière d'hypertension pulmonaire, les maladies véno-occlusives, qui est une forme encore plus grave que l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Et c'est une mutation qui est autosomique récessive, non liée au sexe, et qui se voit en particulier dans les familles avec consanguinité. Et là aussi, ces formes sont excessivement graves. Un domaine, bien sûr, où on aimerait avoir des nouveautés, c'est la thérapeutique. Comment aborder le problème de la thérapeutique aujourd'hui? Il y a peut-être déjà des thérapeutiques non spécifiques, je pense aux anticoagulants. Est-ce qu'ils ont leur place déjà? Alors les anticoagulants, il y a quelques années, les anticoagulants étaient systématiquement donnés dans cette indication. Actuellement, on est beaucoup plus, disons, réservé. Et les anticoagulants, en fait, sont réservés à des formes particulières, très sévères, avec un bas débit cardiaque, et dans certaines formes où le risque n'est pas augmenté, comme les formes idiopathiques. Par contre, dans les sclérodermies, on est beaucoup plus reluctant, de même que dans les formes dans le syndrome d'Eisenmenger. Ça, c'est pour les anticoagulants classiques, les antivitamines K. Actuellement, ce qui est important de noter, c'est qu'on n'a aucune donnée vraiment solide avec les nouveaux anticoagulants. Ça mériterait d'être testé, puisque ces nouvelles molécules sont quand même plus confortables pour les patients, mais ça mérite d'être testé en termes de sécurité d'emploi, puisqu'on n'a pas de données en termes d'interaction avec les médicaments spécifiques de l'HTAP. C'est sans doute difficile parce que pas beaucoup de patients. Oui, mais peut-être, si c'est pas des études, peut-être il ne faut pas faire des études contrôlées, randomisées, mais peut-être au moins des registres bien faits, prospectifs, pour voir quelle est, dans la vie commune, quelle est la sécurité d'emploi.
Reste le problème des thérapeutiques spécifiques. Alors on voit régulièrement apparaître de nouvelles classes ou l'utilisation de classes anciennes dans cette indication. Est-ce qu'aujourd'hui on a la classe qui écrase toutes les autres ou est-ce qu'on les combine? Comment on fait? Alors, en fait, dans cette pathologie, on a identifié 3 voies physiopathologiques anormales et qui ont donné naissance à plus de 10 médicaments qui disons, ciblent ces différentes anomalies de l'endothélium. Donc c'est la voie de l'endothéline, c'est la voie de la prostacycline, et là c'est la voie du héno et des P2-5 inhibiteurs. Donc c'est quand même dans une maladie rare d'avoir plus de 10 médicaments approuvés, c'est quelque chose qui est tout à fait unique. Et là, ça a dû quand même aux relations étroites entre l'industrie pharmaceutique, les centres experts qui ont permis d'inclure plus de 5000 patients pour une maladie rare, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel qu'il faut remarquer. Alors, on dit souvent que quand il y a pléthore, c'est parce qu'il n'y a rien qui marche très bien finalement. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas si on se réfère à la période d'il y a 10 ans, quand même le pronostic s'est considérablement amélioré puisqu'actuellement, dans la plupart des registres, on a une survie à 3 ans qui est de l'ordre de 75%. Donc c'est quand même manifestement, ces médicaments sont efficaces, pas tous à un même degré, pas tous chez tous les malades, mais globalement le pronostic de cette maladie s'est transformé. Donc ça c'est un message d'optimisme et tout n'est pas quand même, disons, tout à fait mauvais dans ce domaine-là. Alors sur ces médicaments, bien sûr, utilisés en monothérapie, ils ont des limitations en termes d'efficacité et c'est pour ça qu'actuellement, les recommandations actuelles vont proposer surtout d'utiliser des médicaments combinés. Alors pour les médicaments combinés, on a la possibilité d'utiliser les combinaisons en séquentiel, c'est-à-dire on teste un médicament, puis s'il est inefficace, on en ajoute un autre. Ça c'est un premier point. Et actuellement, il y a pas mal d'études qui montrent que certaines associations, en particulier qui associent les inhibiteurs des récepteurs de l'endothéline et des P2-5 inhibiteurs, ou avec les stimulateurs de la guanine acétate, sont efficaces et vraiment sûrs d'emploi. Mais aussi, on a d'autres possibilités maintenant et on fait également des traitements combinés d'emblée. Et il semble que cette attitude soit bien reconnue actuellement. Bien reconnue, c'est une attitude que l'on utilise en France depuis 10 ans. On était un peu précurseur dans ce domaine avec l'utilisation de traitements d'emblée par la prostacycline intraveineux et les inhibiteurs des récepteurs de l'endothéline et le sildenafil ou le tadalafil. Et ces traitements ont donné des résultats exceptionnels. Mais c'était jusqu'ici des études non contrôlées. Et actuellement, une première étude a été publiée, l'étude Ambition, qui associe un inhibiteur des récepteurs de l'endothéline et un P2-5 inhibiteur. Et on a bien montré maintenant que ces traitements d'emblée sont plus efficaces qu'une monothérapie d'emblée. Est-ce que les antagonistes calciques, qui restent thérapeutique de base pour beaucoup de cardiologues praticiens, ont encore leur place? Alors, cette classe de médicaments est utile à peu près dans 5% des patients. Alors 5% c'est pas beaucoup, mais pour ces patients c'est quand même le jackpot, puisque ces patients, en fait, sous calcium antagoniste, en général, ont une survie qui est quasiment identique à la population générale, puisque on arrive à normaliser l'hypertension pulmonaire, ce qui n'est pas le cas avec les autres médicaments. Et actuellement, on a des malades que l'on suit dans le service depuis plus de 30 ans et qui vivent normalement avec une pression qui s'est complètement normalisée. Mais cette population est exceptionnelle, 5%, et d'autre part, elle est particulière, parce que ces malades-là, lorsque après 30 ans de traitement, on arrête les calcium antagonistes, dès le lendemain, ces patients retrouvent la pression initiale qu'ils avaient 30 ans auparavant. Donc, contrairement aux autres formes, ce n'est pas une maladie de la prolifération, mais c'est une maladie plutôt de la vasoconstriction. Très bien. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter? Est-ce qu'il y a des perspectives qui nous font attendre de nouvelles recommandations dans une prochaine édition de ce congrès? Non, c'est plutôt actuellement la difficulté en fait de mettre au point de nouvelles molécules, parce qu'on a quand même été un peu chanceux avec ces 3 voies. Mais il faut bien remarquer que ces 3 voies sont quand même quelque chose de très important, puisque c'est des voies qui sont un peu universelles et qui ont donné quasiment le prix Nobel aux découvreurs de la prostacycline, du héno. Ces 3 voies donc, sont quelque chose d'important, et ensuite très rapidement avec ces 3 voies on est passé des modèles de la conception de la molécule à faire des études sur les tissus humains.
Et après ces études-là, on est passé directement aux phases 2. Et ça a été très vite en développement. Actuellement, on a beaucoup plus de mal, puisque actuellement, c'est sûr que des multiples hypothèses sont proposées dans le traitement de cette maladie, mais souvent ces hypothèses sont moins solides en termes de relevance scientifique. Et on passe également par des modèles expérimentaux qui ne sont pas fiables, ce qui fait qu'actuellement un grand nombre d'essais sont complètement négatifs. Donc on est plutôt dans une période creuse en termes de nouveaux médicaments à découvrir dans cette maladie. Merci beaucoup, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Voilà. Donc, et puis je ne vous donne pas rendez-vous à l'année prochaine, alors il n'y a rien de neuf. Merci.